Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance dédiée à l'étude de la transformée de Fourier et de ses applications. À l'issue de cette séance, l'élève ingénieur sera capable de calculer des spectres, de comprendre les concepts de série et de transformée de Fourier, et enfin de savoir interpréter des spectres. Un rappel sur la décomposition vectorielle. Nous avons vu la dernière fois que dans un cadre général, un signal x de t pouvait être décomposé dans une base, psi de n de t, en pondérant chacun des atomes par un coefficient alpha de n. Le alpha de n étant issu d'un produit scalaire entre le signal et un élément de la base psi de n conjugué. Dans le cas de la série de Fourier, les alpha de n sont remplacés par des x de n, et cette fois-ci, le calcul s'effectue sur une durée grand T. Je rappelle ici l'exemple d'une fonction rectangle calculée à partir de 50 atomes, à partir d'une base exponentielle pour des temps positifs. Considérons maintenant la fonction gaussienne et une base de cosinus et de sinus tronqués. Nous allons pouvoir approximer x de t par x tilde de t. Je rappelle les fonctions harmoniques tronquées, psi de k pour le cosinus tronqué et phi de k pour le sinus tronqué. L'intervalle qui nous intéresse sera l'intervalle 0t, qui sera réglé à 1 seconde. Je rappelle qu'on peut écrire cette décomposition sous une forme vectorielle avec un vecteur G de dimension finie d'une matrice Q carrée de dimension finie. Dans ces conditions, il est possible d'en déterminer les paramètres A en inversant la matrice Q et en multipliant par le vecteur G. Vous trouverez ici les différents codes permettant d'obtenir les résultats dans le cas de la base tronquée en cosinus et dans le cas de la base tronquée en sinus. À partir du signal considéré qui est donc une gaussienne, pour une durée grand T de la base tronquée de 1 seconde et en considérant 5 atomes, j'ai représenté la deuxième représentation en partant du haut. L'approximation obtenue par la base des cosinus est représentée en rouge, elle est non nulle, alors que celle représentée par les sinus est nulle, puisque le signal gaussien est une fonction paire qui ne possède donc pas de propriété impaire. Dans ce cas-là, les coefficients issus de la décomposition en sinus sont nuls. Les fréquences ainsi générées en considérant une durée grand T sont de 1, 2, 3 et 4 Hz. Considérons maintenant la fonction gaussienne, décomposée cette fois-ci dans les séries de Fourier. J'ai représenté de nouveau les bases sur une durée grand T, mais cette fois-ci non limitée comme précédemment. Vous trouverez ici les codes permettant d'obtenir les simulations juste après. Nous voyons en haut le signal à synthétiser. Le deuxième graphe en partant du haut représente la fonction approximée à partir d'une base en cosinus pour ce qui est de la courbe en rouge, la courbe verte étant nulle pour une base en sinus. Vous voyez effectivement que les bases, cette fois-ci, prennent la totalité de l'observation, c'est-à-dire de moins 4 à plus 4 secondes, permettant ainsi de générer des fréquences allant de 1 à 1,5 Hz. Regardons maintenant le résultat dans les deux bases, la base tronquée et la base non tronquée. Les résultats de la base tronquée sont indiqués à gauche, la base non tronquée est indiquée à droite. Nous allons considérer de nouveau 5 atomes et une durée t égale à 1 seconde. À gauche, nous voyons que l'approximation obtenue à partir des fonctions cosinus donne un signal qui est correct dans la durée de 1 seconde, mais par contre qui ne permet pas de représenter le signal gaussien dans sa totalité. À droite, nous voyons une composante continue aux alentours de 0,2 volts pour une base qui va de moins 4 à 4 secondes. Les fréquences générées sont de 0, 1, 2, 3 et 4 Hz.
Le spectre de la gaussienne étant aussi une gaussienne mais de fréquence inférieure à 1 Hz, nous ne pouvons ici estimer que la fréquence 0 qui vaut, dans ce cas-là, pour amplitude 0,2. En considérant une durée d'observation de 2 secondes, nous voyons à gauche, dans le graphe du milieu, que la fonction gaussienne est bien approximée dans la durée entre -1 et 1 seconde. Par contre, elle ne me permet pas de reconstruire la totalité du signal gaussien en bleu en haut. Pour ce qui est de la décomposition en série de Fourier, on voit apparaître maintenant une composante continue plus une composante oscillatoire. Elle correspond à la fréquence de 1,5. C'est ce que nous voyons sur le spectre indiqué ici. On ne voit apparaître que deux composantes non nulles, celle à la fréquence 0 et celle à la fréquence 1,5. Nous continuons à augmenter la durée de la fenêtre à 3 secondes. On voit directement sur la décomposition en série de Fourier apparaître un signal périodique issu cette fois-ci de 3 composantes, 0, 1 tiers et 2 tiers. Pour ce qui est du spectre, nous voyons 4 composantes non nulles, 0, 0,25, 1,5, 0,75. Avec une durée de 6 secondes, nous voyons qu'on arrive sur le graphe de gauche à approximer l'entièreté du signal gaussien. Par contre, 5 atomes ne suffisent pas et on voit apparaître des oscillations en bas. Idem pour le cas de la série de Fourier. Enfin, si on passe à 8, de nouveau, on voit qu'on est capable d'approcher le signal gaussien en haut avec des oscillations. On voit ici que les oscillations sont dues au fait qu'on approxime le spectre que de 0 à 0,5 Hz. Si on augmente maintenant le nombre d'atomes à 10, on voit qu'on arrive aussi bien à approcher le signal gaussien par une approche tronquée, une base tronquée, que par l'approche des séries de Fourier. Cette fois-ci, on a donc 10 atomes qui vont de 0 à 1 Hz. La résolution fréquentielle vaut 1 sur t et est donc égale à 1/8 de Hz. Cette fois-ci, nous voyons que pour les fréquences positives, l'entièreté, presque l'entièreté du spectre est obtenue à partir des points indiqués en magenta. Plus on augmente le nombre d'atomes et la durée t, plus la densité des points augmente. Si maintenant on a un nombre infini d'atomes, on voit que la diminution de f permet d'augmenter la densité des points. Vous trouverez ici le code permettant de faire les différentes simulations. Il faut que t tende vers l'infini pour arriver à obtenir le signal x de t. Le signal x, entre parenthèses t virgule grand T, est une version tronquée du signal. X, on multiplie x par une fonction rectangle. Si maintenant, à partir de la relation précédente, nous remplaçons les coefficients de Fourier x de n par leur expression en rouge, à la ligne numéro 3, nous interchangeons l'intégrale et la somme. Lorsqu'on fait tendre t vers l'infini, 1 sur t qui est égal à delta f tend vers df, donc une valeur infinitésimale de la fréquence. La somme devient une intégrale. La fréquence f1 qui vaut 1 sur t1 et n fois f1 devient x de t égale l'intégrale de x de f exponentielle de 2pi jf t df. Si on fait le bilan, en haut, nous voyons les deux expressions relatives à la décomposition en série de Fourier, et en bas, nous voyons les deux relations de la transformée de Fourier, la relation directe qui donne le spectre à partir de la transformée de Fourier sur x de t, et x de t obtenu à partir de la transformée de Fourier inverse de x de f. Une autre expression des séries de Fourier est indiquée ici, avec les coefficients a pour les éléments en lien avec la fonction cosinus et les b en fonction de la fonction cosinus. Les a et les b peuvent être regroupés sous la forme des c de k qui sont appelés dans le cas précédent x de n. La transformée de Fourier permet de représenter un signal temporel dans un domaine qui lui est dual, les fréquences. Les définitions sont représentées ici. Le spectre du signal grand X de f
s'obtient à partir d'un produit scalaire entre le signal temporel et une base d'exponentielle complexe, ce qui veut dire que le spectre de Fourier est un spectre complexe avec une partie imaginaire B de f et une partie réelle A de f. On peut aussi l'exprimer à travers un module et un argument. Lié à la décomposition en série de Fourier et dans des bases, la transformée de Fourier peut être vue comme une décomposition dans une base de cosinus et de sinus via un produit scalaire, le produit scalaire servant d'outil de comparaison. À titre d'exemple tout en bas, on voit que si on doit comparer un signal à la fréquence f0 avec un autre signal à la fréquence f0, le produit scalaire dans ce cas-là est différent de 0, alors que si la fréquence valait f1 pour le signal x de t et f0 pour le signal de comparaison, le produit scalaire serait égal à 0. Voici les propriétés importantes. La transformée de Fourier d'un signal x de t conjugué donne un spectre conjugué avec un retournement de fréquence. La transformée de Fourier de la somme de signaux est égale à la somme des transformées de Fourier. C'est un opérateur linéaire. La transformée de Fourier d'une dérivée s'obtient comme étant j de pi f, le tout puissance n fois x de f. Le produit de convolution entre x et y donne un spectre égal au produit des spectres. Et on a le dual, le produit de signaux temporels conduit à un produit de convolution dans le spectre. Nous verrons la notion de convolution dans la dernière séance. Un signal décalé dans le temps possède un spectre avec une phase indiquée par une exponentielle. La multiplication d'un signal x de t par une exponentielle complexe à la fréquence f0 réalise une modulation, c'est-à-dire un décalage autour de la fréquence f0. Enfin, un signal pour lequel nous réalisons un changement d'échelle A devient un spectre pour lequel on obtient un changement d'échelle inverse. Théorème important, le théorème de Parseval qui explique que les énergies sont conservées qu'on soit dans le domaine temporel ou dans le domaine dual. Une généralisation conduit au théorème du produit qui montre que le produit scalaire entre deux signaux dans un domaine donné eh bien, est égal au produit scalaire dans le domaine dual. Une conséquence directe est que si ce produit scalaire est nul, alors les deux signaux sont orthogonaux et cette orthogonalité est emmenée dans le domaine dual. Dans le cas de signaux non stationnaires, c'est-à-dire ayant un contenu fréquentiel variant au cours du temps, nous pouvons utiliser avantageusement le spectrogramme, c'est-à-dire la transformée de Fourier à court terme. Cela consiste simplement à utiliser une fenêtre glissante g de t, qui peut être une fonction rectangle, et d'en calculer le spectre à chaque fois. Lorsque la fenêtre n'est rien d'autre que le signal retourné, on obtient la transformée de Wignerville. Voici un exemple du spectrogramme qui représente les fréquences en fonction du temps. Chaque colonne de cette matrice ou de cette image correspond à un spectre dont les niveaux ont été colorisés au regard d'une échelle. Une énergie forte apparaîtra en couleur rouge, alors qu'une énergie très faible apparaîtra sur la forme d'un bleu. Nous voyons ici qu'à l'instant t0, il y avait une composante fréquentielle à 15 Hz que l'on retrouve après 10 secondes aux alentours de 25 Hz. Voici le tableau des différentes transformées de Fourier que nous pourrons utiliser. Voici la deuxième page. Passons maintenant à quelques calculs. Tout d'abord, nous allons redémontrer que la transformée de Fourier d'un signal qui a subi un changement d'échelle A devient un spectre qui a subi un changement d'échelle inverse. Pour ce faire, nous allons d'abord considérer un changement de variable taux égale à t, ce qui veut dire que la variable t devient taux divisé par a et que la variable dt devient d de taux sur dA. En appliquant ce changement de variable, on vérifie que la transformée de Fourier de S de A de t est égale à 1 sur A, le spectre grand S
de f divisé par a. Considérons maintenant le calcul du spectre du signal a exponentielle de moins alpha valeur absolue de t. C'est un signal qui a la propriété d'être pair. Nous allons d'abord découper l'intégrale en deux parties, une partie qui va de moins l'infini à 0 et une partie qui va de 0 à plus infini. Ceci pour exprimer la valeur absolue. La première intégrale conduit à grand A divisé par alpha moins j de pi ft, et la deuxième intégrale a la même chose, mais avec un changement de signe au dénominateur. En remettant au même dénominateur, nous obtenons la formule finale indiquée ici, que l'on retrouve dans le tableau des transformés de Fourier. La transformée de Fourier de la fonction rectangle. La fonction rectangle est une fonction qui vaut 1 entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Il suffit de prendre la primitive de l'exponentielle et de lui appliquer les valeurs t sur 2 et moins t sur 2, et nous obtenons grand T, sinus cardinal de pi ft, le sinus cardinal étant sinus x sur x. Dans le cas où le signal est une constante, égale à 1, c'est une composante continue, c'est un signal d'énergie infinie, on utilise dans ce cas-là la définition où on fait tendre t vers l'infini pour les bornes moins t sur 2 à t sur 2. En faisant comme cela, nous aboutissons dans ce cas-là à l'expression qui est au-dessus, et en faisant tendre t vers 0, avec la formule du sinus cardinal, nous obtenons delta, qui est donc un Dirac. Si maintenant nous introduisons un décalage, nous avons vu que l'opération de convolution allait se transformer sous la forme d'un produit, et le produit sera une exponentielle de moins de pi jf t0. Nous pouvons réaliser aussi un exercice à faire chez vous. Il suffit d'exprimer que la fonction rectangle s'obtient à partir de la fonction d'Heaviside décalée au retard plus t sur 2, donc nous sommes du côté négatif, moins la fonction d'Heaviside décalée autour de t sur 2. La dérivée de la fonction x conduit à des Dirac, puisque la dérivée de les fonctions d'Heaviside, c'est la fonction Dirac. La transformée de Fourier d'une fonction dérivée conduit à la relation 2πjf facteur de la transformée de Fourier de x de t, ce qui veut dire que, en connaissant la transformée de x de t, de la dérivée, on peut remonter la transformée de Fourier du signal. La transformée de Fourier de la dérivée conduit à 2j sinus pi ft, et si on divise par 2πjf, on obtient le sinus cardinal. Considérons maintenant la fonction triangle qui s'obtient à partir de la convolution de deux fonctions rectangles. On doit montrer que le spectre, c'est le spectre d'un rectangle, mais élevé au carré. Nous rappelons que la fonction triangle s'obtient à partir de fonctions rectangles et de fonctions, donc des droites, des fonctions affines. Première démonstration, si on exprime x de t comme étant la convolution entre deux fonctions rectangles, la transformée de Fourier d'un produit de convolution revient au produit des spectres. Et comme on sait que le spectre de la fonction rectangle, c'est grand T sinus cardinal de pi ft, il suffit de l'élever au carré. Une autre démonstration basée sur les fonctions rectangles et les fonctions affines consiste à calculer la dérivée de x de t. On voit apparaître dans ce cas-là la dérivée de la fonction rectangle, puis les dérivées des fonctions affines. De la dérivée double conduit à 2πjf au carré transformé de Fourier de x de t. On arrive sans aucune difficulté à démontrer que le spectre est t carré sinus cardinal carré de pi ft. Regardons la transformée de Fourier du signal carré périodique qui est calculé à partir de la fonction signe. Je vous rappelle que la décomposition en série de Fourier aboutit aux relations indiquées ci-après. Il n'y a pas de composante A de k, seules les composantes B de k sont présentes. La fonction approximée s'obtient qu'à partir de la base sinus, et le spectre au total est un spectre faisant apparaître des raies exprimés par les Dirac positionnés à 2k plus 1 facteur de f0 pour la partie positive et pareil pour la partie négative.
Un programme Octave permet de calculer ce que nous venons de faire. On voit que plus on va ajouter de composantes harmoniques, plus le signal résultat se rapprochera du signal carré. Ici, nous avons fait le calcul pour 3 atomes. En reprenant la formule précédente du spectre, nous voyons apparaître donc des pics à la fréquence F0, 3F0, 5F0, avec une amplitude de 1, 1 tiers, 1 cinquième, etc., etc. Nous allons montrer que le spectre du signal, c'est un sinus cardinal multiplié par une fonction Payne de Dirac. Nous allons pour ce faire exprimer le signal carré comme étant des fonctions portes qui sont décalées aux positions T0 avec pour laquelle on retranche une composante continue de 1. Donc x de t, c'est 2 fois une fonction rectangle de largeur T0 sur 2, localisée tous les cas T0. Le spectre du signal rectangulaire périodique apparaît sous la forme de raies dont les amplitudes sont pondérées par la fonction sinus cardinal. À la fréquence F0, l'amplitude vaut 1. À la fréquence 2, l'amplitude vaut 0. C'est là que le sinus cardinal s'annule. À la position 3, l'amplitude vaut 1 tiers. À la position 4, le sinus cardinal s'annule. À la position 5, l'amplitude vaut 1 cinquième. Passons maintenant à un train d'onde. Donc il s'agit d'un signal rectangulaire dont le rapport cyclique est différent de 1,5 et qui n'existe que pour une durée de 600 secondes. Là aussi, nous allons exprimer ce signal-là à partir de fonctions rectangles, rectangle de alpha t0, rectangle de t, un peigne de Dirac. Donc, au regard de l'observation du signal x de t, nous pouvons dire que x de t, c'est une fonction rectangle de grand T dont t vaut 600 secondes, multipliée par une fonction rectangle de durée alpha t0, convoluée par un peigne de Dirac opposition t0. Nous observons donc un sinus cardinal en pointillé enveloppe qui vient pondérer d'autres sinus cardinaux à des positions 0, f0, etc., etc. À titre d'exercice, vous pouvez réaliser la simulation Octave dont vous voyez à droite le résultat. Un autre exercice peut concerner la représentation spectrale d'un signal électrique double alternance. Nous connaissons déjà la décomposition en série de Fourier. Juste en bas, nous pouvons exprimer le signal x de t comme étant des demi-arches de sinusoïdes positionnés tous les 2k plus 1 fois t sur 4. Là aussi, vous pouvez réaliser des simulations dont les résultats sont indiqués à droite. De nouveau, j'ai rappelé le code permettant d'obtenir la décomposition en série de Fourier. Passons maintenant à quelques exercices en lien avec des propriétés de symétrie. Et l'exercice que je vous propose, c'est de montrer que le spectre d'un signal réel pair est réel et que le spectre d'un signal réel impair est imaginaire pur. La correction est la suivante. On suppose donc que le signal est symétrique de parité paire. On va l'appeler S de P, P pour paire. Donc S de P de T est égal à S de P de moins T. Sa transformée de Fourier s'écrit simplement comme indiqué ici. Nous pouvons décomposer l'exponentielle complexe à travers une partie cosinus et une partie sinus qui fera apparaître donc une partie paire, une partie réelle et une partie imaginaire. En se rappelant que le produit de deux fonctions paires ou de deux fonctions impaires conduit à une nouvelle fonction paire et que le produit d'une fonction paire avec une fonction impaire conduit à une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire est nulle. Au final, le produit scalaire entre le signal pair par une fonction impaire conduit à 0. Finalement, il n'y a pas de partie imaginaire. Par un raisonnement similaire, on arrive à exprimer que le spectre d'un signal réel impair est imaginaire pur.
Nous pouvons dire aussi que tout signal peut s'exprimer à partir d'une composante paire et d'une composante impaire. La composante paire s'obtient comme étant le signal pondéré par une amplitude de 1,5 plus le signal retourné, pondéré d'une amplitude 1,5. Pour la partie impaire, on rajoute un signe moins. Il existe un certain nombre d'algorithmes qui permettent de calculer le spectre d'un signal en prenant en compte la notion de parité. J'ai indiqué de nouveau ici que si nous avions à considérer deux signaux, X et Y, de nouveau décomposables tous les deux en une partie paire et impaire, au final, nous pouvons dire que le spectre du signal Z, qui résulte du produit entre X et Y, conduit à un spectre avec une partie réelle et une partie imaginaire. Passons maintenant à l'interprétation de spectres. Comme indiqué en bas à droite, nous voyons un spectre composé d'une sorte d'enveloppe indiquée en rouge et de pics indiqués en bleu. La partie rouge est souvent issue d'un signal non périodique qu'on indiquera à support compact, alors que les raies sont issus, la plupart du temps, de signaux périodiques. Le spectre global est un mélange des deux. Passons maintenant à la notion d'apodisation. L'apodisation consiste à appliquer sur un signal donné une fenêtre en vue de mieux détecter certaines signatures fréquentielles, notamment à travers la position de lobe secondaire. Ces fenêtres sont directement intégrées dans les fonctions de l'oscilloscope numérique. Vous retrouverez les fenêtres de Hamming, etc., etc. On peut utiliser par exemple les fenêtres d'apodisation pour mieux voir des composantes harmoniques qui sont très éloignées, mais dont l'une est plus faible que l'autre. Les fenêtres de Hahn et de Hamming s'obtiennent à partir de la fonction cosinus, avec des amplitudes différentes. J'ai rapporté ici l'amplitude du lobe secondaire au regard du lobe principal, la pente et la bande passante. La fonction rectangulaire possède un lobe secondaire de 13 décibels au-dessous du lobe principal. Pour la fenêtre triangle, moins 27, et on voit que la fenêtre de Blackman arrive à un lobe secondaire de moins 67 dB. Par contre, on voit que sa bande passante vaut 1,81, alors que pour celle du signal rectangulaire, elle vaut 1,21. Là aussi, il s'agira de trouver un compromis entre la largeur de bande et la hauteur du lobe secondaire. Voici un code octave qui vous permettra de faire des simulations avec la fenêtre de Hamming dans le cas de signaux modulés. Voici les résultats. Un autre résultat obtenu lorsque deux signaux sont mélangés avec l'un une amplitude beaucoup plus faible que l'autre. Vous trouverez ici le code permettant d'identifier la présence d'amplitude et de fréquence. Passons maintenant à la transformée de Fourier discrète, qui est la version numérique de la transformée de Fourier. Pour cela, passons de suite à la détermination de la version échantillonnée du signal x de t. Pour obtenir le signal échantillonné, il suffit de multiplier le signal x par un peigne de Dirac dont les peignes sont positionnés tous les kTe. La fonction chat, représentée par 3 barres, représentera le peigne de Dirac. En multipliant le signal x de t par un peigne de Dirac, si on en calcule son spectre, on aura le spectre de x convolué par un peigne de Dirac. Comme le peigne de Dirac a pour transformer un peigne de Dirac, eh bien, on obtiendra de nouveau un spectre, mais qui sera périodisé. Vous voyez, x indice E de f, c'est donc x de f convolué par un peigne de Dirac dont les pics sont situés tous les 1 sur TE, c'est-à-dire FE. Si maintenant nous exploitons le fait que le signal échantillonné n'existe que pour des positions KTE, on remplace la définition de XE dans la définition de la transformée de Fourier.
nous voyons apparaître une exponentielle avec moins 2 pi f k TE, la version définitive du spectre discret, est indiquée en bas avec pour indice fréquentiel n. Voici les schémas correspondants. À gauche, vous avez le signal X de A, l'indice A pour indiquer analogique. En dessous, vous avez le spectre de Dirac. Et tout en bas, vous avez le produit entre le signal analogique et le peigne de Dirac. À droite, vous avez le spectre correspondant. Vous voyez que la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac, c'est un peigne de Dirac, mais dont les écarts entropiques vaut Fe dans le cas du spectre. Le fait de convoluer le spectre en bleu par le peigne de Dirac périodise finalement le spectre. Dans le cas où on travaille sur un spectre discret, il n'est plus continu, il s'obtient par une multiplication du spectre périodisé continu par un peigne de Dirac et on obtient donc le spectre numérique. Si maintenant on en regarde la transformée de Fourier inverse, on obtient dans ce cas-là en haut le signal échantillonné et en bas le signal périodisé. Si le nombre de points du signal est supérieur à NF, au regard de la fréquence d'échantillonnage, il peut y avoir du repliement de spectre. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'aliasing. En pratique, nous choisirons le nombre de points, n égale au nombre de points fréquentiels. Pour gagner en résolution, on peut aussi augmenter artificiellement le nombre de points du spectre en choisissant NF supérieur à n. C'est la technique du zéro padding. Et représenter le spectre en considérant une représentation logarithmique est normal. Sur le spectre d'après, nous voyons les représentations lorsque les fréquences sont normalisées ou non. Enfin, dans le cadre du zéro padding, nous voyons que les spectres indiqués à droite ont une meilleure définition. Nous pouvons aussi calculer le spectre à l'aide d'une approche algébrique. Nous partons de la définition du spectre numérique. Nous déroulons ensuite les valeurs de n pour obtenir un vecteur. Nous obtenons ensuite une matrice faisant apparaître des fonctions exponentielles et un vecteur de coefficient c. Ceci s'écrit sous la forme y égale grand Q fois c. Nous pouvons obtenir les coefficients de Fourier. C est donc égal à QH, entre parenthèses, QQH le tout moins 1 fois Y. Q hermitien, c'est Q conjugué transposé. Une particularité est que QHQ est égal à P fois I, la matrice en identité. C'est donc une matrice diagonale. Une version rapide permet de calculer C comme étant 1 sur P QH de Y. Nous pouvons calculer aussi ou le coefficient Q à l'aide de la fonction DFT-MTX. DFT, c'est pour Discrete Fourier Transform, MTX, c'est pour la forme matricielle. Ici, nous avons choisi K égale à 4. Si l'on compare maintenant le spectre obtenu par la FFT et le spectre obtenu par la fonction DFT-MTX, vous voyez qu'ils sont tous les deux superposés. Passons maintenant à quelques TP. Pour cela, je vous propose de vous référer à l'article dans la revue Data in Brief. Vous pourrez retrouver une base de données où la base de données est accessible via le lien indiqué ici. Il s'agit de signaux de roulement à billes avec ou sans défaut et avec des fréquences de rotation pouvant aller de 14 Hz à 23 Hz. Les caractéristiques fréquentielles que nous recherchons à l'aide de formules que nous avons vues dans les cours précédents est 5,43 FR et 3,57 FR. À partir du code indiqué à gauche, vous pouvez charger le fichier à l'aide de la fonction load. Le signal intervient dans la variable channel. Vous pouvez ensuite en calculer des spectres et identifier, au regard des formules qu'on a vues tout à l'heure, la position de pic. Nous pouvons aussi calculer le spectrogramme.
à l'aide de la fonction spectrogramme. Enfin, nous pouvons superposer les signaux avec défaut et les signaux sans défaut et nous voyons apparaître des différences qui permettent d'identifier la présence des défauts.